Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 21e conférence, je présenterai les conditions qui ont permis la relance du débat constitutionnel et la tenue d'un deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. C'est avec l'arrivée au pouvoir de Brian Mulroney en 1984 et avec la prise du pouvoir par Robert Bourassa en 1985 que seront réunies des conditions favorables à la relance de ce débat. Il faut rappeler ici que le chef conservateur avait promis aux Québécois que s'il était élu, il ramènerait le Québec dans la Constitution canadienne, dans l'honneur et la dignité, pour le citer. Et donc, il y eut une conférence des premiers ministres organisée en 1987, le 30 avril, au Lac-Meach. Dans cette conférence, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, a présenté les 5 conditions essentielles pour que le Québec signe cette constitution canadienne. Et le cœur de la proposition de Robert Bourassa était centré sur le concept de société distincte, la reconnaissance de cette société distincte dans la Constitution canadienne. Ces conditions ont été à l'époque acceptées par les premiers ministres du Canada. Par la suite, la Société Saint-Jean-Baptiste va critiquer l'emploi de ce concept de société distincte qu'elle avait pourtant elle-même utilisé dans le passé. Elle disait préférer l'emploi du mot peuple qui était moins ambigu sur le plan juridique. Alors, le choix, selon la Société Saint-Jean-Baptiste, le choix du concept de société distincte avait été fait pour ne pas déplaire aux sensibilités de la communauté canadienne anglaise qui hésitait à reconnaître la notion de peuple ou de nation québécoise. Cette définition du Québec comme société distincte constituait pour la Société Saint-Jean-Baptiste une définition réductrice de l'identité collective. On critiquait aussi l'accord du Lac-Meach parce qu'il n'accordait aucun nouveau pouvoir en matière d'immigration. Le gouvernement fédéral conservant son pouvoir de définir les catégories d'immigrants et de fixer les critères d'admission. La société mettait aussi en cause le processus même d'adoption de la Constitution, qu'elle considérait comme un processus antidémocratique, puisque cette procédure de révision s'était négociée derrière des portes closes, en catimini et sans consultation populaire. On sait que l'accord du Lac-Meach échouera le 22 juin 1990 et cet échec des négociations constitutionnelles va déclencher une onde de choc sans précédent qui va soulever l'indignation des Québécois et de nombreux fédéralistes. Robert Bourassa déclara en juin 1990 ce qui suit, je cite, le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Le rejet par le Canada anglais des conditions dites minimales qui étaient posées par le gouvernement de Robert Bourassa va donc raviver le sentiment d'appartenance au Québec et élargir l'appui à la thèse de la souveraineté. En septembre 1991, un sondage révélait que 63 des Québécois se disaient favorables à la souveraineté du Québec. C'est donc dans ce climat d'effervescence nationaliste que le gouvernement libéral va créer une commission parlementaire élargie sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, qui sera désignée comme étant la commission Bélanger-Campeau. Il siège des parlementaires québécois, des députés fédéraux, des représentants des milieux d'affaires, des milieux syndicaux et des milieux culturels. Cette commission avait pour mandat d'étudier et d'analyser le statut politique et constitutionnel du Québec et de formuler des recommandations à l'Assemblée nationale. Elle reçut plus de 600 mémoires et rapports de différents experts qui concluaient que la meilleure solution au conflit entre
le Québec et le Canada était l'indépendance du Québec. La Société, bien sûr, présenta un mémoire à cette commission en novembre 1990, mémoire intitulé Pour une solution moderne et sans ambiguïté. Ce mémoire mettait l'accent sur la situation démographique du Québec. Il montrait que le jeu des nombres conduisait inéluctablement à l'assimilation des francophones et que le Québec, tant qu'il resterait dans le cadre canadien, ne serait pas en mesure d'intégrer les immigrants. La souveraineté était donc pour la Société Saint-Jean-Baptiste la seule option qui garantissait l'avenir du Québec. Je cite un extrait de ce mémoire. Ce n'est qu'en devenant un pays, en assumant la plénitude des pouvoirs d'un État souverain, que le Québec pourra relever les défis du tournant du millénaire. À la Société Saint-Jean-Baptiste, nous sommes convaincus de la pertinence et de l'inéluctabilité de l'option pour la souveraineté. Elle recommandait donc au gouvernement du Québec de présenter à l'Assemblée nationale une déclaration proclamant solennellement son intention de faire du Québec un État souverain et d'instituer une commission chargée d'élaborer la constitution de cet État souverain et de le soumettre par référendum au peuple québécois. La commission Bélanger-Campeau a déposé son rapport le 27 mai 1991 et elle recommandait, plutôt que d'adopter la démarche constituante proposée par la Société Saint-Jean-Baptiste, elle recommandait plutôt la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec en octobre 1992 ou l'examen par une commission parlementaire spéciale d'une offre constitutionnelle liant formellement le gouvernement du Canada. On utilisait donc la promesse d'un référendum pour faire pression sur le reste du Canada pour obtenir des concessions qui permettraient au Québec de signer la Constitution canadienne. Ce référendum prévoyait, la loi 150 prévoyait le référendum sur la souveraineté le 26 octobre 1992. Les dirigeants de la société vont donc s'engager très activement dans la bataille référendum de 92 en adoptant évidemment une position du non, c'est-à-dire qu'ils vont dénoncer les négociations et surtout les concessions que le Québec fera à Charlottetown lorsque Robert Bourassa, selon ses propres conseillers, s'écrasa devant le reste du Canada. On voulait donc à la Société Saint-Jean-Baptiste forcer le gouvernement du Québec à respecter la loi 50 et à organiser ce référendum sur la souveraineté du Québec. On va donc lancer une pétition avec comme objectif de réunir 1 million de signatures pour forcer Robert Bourassa à tenir son référendum sur la souveraineté. Donc, durant cette campagne référendaire, la Société Saint-Jean-Baptiste est à l'avant-poste de la bataille. Elle est l'hôte du Comité national du non et elle prend position sur les dangers de l'entente de Charlottetown, en particulier en ce qui concerne l'avenir de la langue française. Le président de la Société, Jean Dorion, argumente, soutient que l'entente de Charlottetown donnait des moyens supplémentaires à la minorité anglophone pour combattre la loi 101, que la clause dérogatoire qu'on appelait nonobstant ne constituait pas une protection parce qu'elle serait politiquement très difficile à invoquer. Elle ne s'appliquait qu'à 10 des 208 articles de la Constitution et elle devait être réactivée tous les 5 ans, ce qui allait entraîner à chaque fois des débats difficiles. Alors, pour faire connaître sa position, la Société va faire publier des encarts publicitaires dans les quotidiens francophones de Montréal. Elle va financer la diffusion de capsules radio et va ériger devant ses locaux un panneau publicitaire sur lequel on pouvait lire « Le français en danger, non au projet d'Ottawa ». Elle a investi 100 000 dans cette campagne publicitaire et elle a mis ses ressources humaines au service du camp du non. Il y eut 2 consultations populaires
euh, en 1992, une au Québec et une dans le reste du Canada, ce qui constituait une forme de reconnaissance du droit à l'autodétermination du Québec. Celle qui a été organisée au Québec l'a été en vertu de la loi québécoise sur les référendums, et l'autre qui s'est tenue dans le reste du Canada s'est organisée en vertu de la loi canadienne. Les résultats étaient relativement prévisibles. Le Canada a répondu non à l'entente de Charlottetown à 54,3 et le Québec a dit non à 56,7 Alors, ce double rejet fit tomber les masques du Canada anglais où on s'est exprimé librement dans une manifestation agressive à l'endroit du Québec. En 1993, la Société Saint-Jean-Baptiste va aussi être présente dans la campagne électorale où le Bloc québécois fera élire 54 candidats. Elle va financer des placards publicitaires et elle va dénoncer le fédéralisme canadien qui provoquait, selon la Société Saint-Jean-Baptiste, dette, chicane et chômage. La société va aussi être très active sur le front idéologique en répliquant aux campagnes de propagande anti-Québec déclenchées par le Canada anglais. Et ces campagnes ternissaient l'image du Québec et du mouvement indépendantiste en l'associant au racisme. Alors, passant de la parole aux actes, elle entreprit donc un rapprochement pour montrer la fausseté de ces accusations. Elle entreprit donc un rapprochement avec les diverses communautés culturelle de Montréal, avec la communauté haïtienne, la communauté grecque, juive et maghrébine, qui se dissocièrent des positions prises par Alliance Québec et par la presse anglophone à l'endroit du racisme manifesté par les Québécois. Alors, sous l'administration de Jean Dorion, la société va développer une vision inclusive de la nation. D'abord, elle va modifier en 1992 ses règlements pour supprimer la référence religieuse, ce qui permettait d'accueillir un plus grand nombre de membres des communautés culturelles. Elle développait aussi à cette époque une politique d'ouverture à la diversité. Donc, son objectif était d'établir de meilleures relations avec les communautés culturelles et de développer une attitude d'accueil et de générosité. Sous la direction de Jean Dorion, donc, la société accorde une très grande importance à l'immigration et à l'intégration culturelle des immigrants. Elle l'innove en prenant position sur des enjeux de l'actualité internationale. Elle appuie diverses causes comme celle des Roumains, des Lituaniens et des Libanais. Elle apporte aussi son soutien aux réfugiés kurdes à la fin des années 80 et elle dénonce les déportations injustes, les coupures dans les budgets de francisation et toutes les formes de racisme et de discrimination. On va créer un comité appelé Passeport Québec, dont l'objectif est de travailler au rapprochement entre les Québécois de toutes les origines. On préconisait à ce moment-là l'enseignement de cours d'histoire aux immigrants et on voulait développer les réflexions sur l'identité québécoise. Ces travaux vont aboutir à une recommandation qui sera adoptée par le Conseil général le 13 avril 1994 qui visait à établir une citoyenneté québécoise. On va aussi proposer des gestes concrets pour soutenir financièrement des familles de réfugiés chiliens qui sont forcés par le gouvernement canadien de se rendre au Mexique pour faire des demandes d'immigration. La société combat aussi très activement l'idéologie multiculturelle, en particulier à l'occasion de la création du ministère du patrimoine canadien. Elle présente un mémoire en décembre 1994 à la Chambre des communes à Ottawa où elle dénonce la création de ce ministère qui constitue une autre intrusion du gouvernement fédéral dans les compétences du Québec. Elle affirme, et je cite, la culture du peuple québécois ne doit pas être soumise aux priorités de la culture d'un autre peuple, soit celui du Canada. Toute cette activité va donc conduire à la campagne référendaire du 30 octobre 1995.
Là aussi, la société joue un rôle important en favorisant la concertation des acteurs de la société civile afin de départisaner le processus référendaire et d'élargir les assises populaires du mouvement souverainiste. Elle participe aux travaux des partenaires pour la souveraineté, dont le porte-parole est Nicole Boudreau, une ancienne présidente de la SSJB. Cet organisme regroupait plus d'une vingtaine d'organisations avec les grandes centrales syndicales, l'Union des artistes et plusieurs organisations du mouvement nationaliste. La société va donc accorder une subvention de 60 000 aux activités de ce comité de coordination nationale. Les sections de la société ont quant à elles distribué des panneaux publicitaires pour installer sur les balcons où on pouvait lire « La souveraineté nous ouvre l'avenir ». L'Assemblée générale du 10 mars 1995 adopte une déclaration d'indépendance rédigée par un comité qui est présidé par Guy Bouthier. Cette déclaration d'indépendance sera présentée par le président François Lemieux devant la Commission nationale sur l'avenir du Québec. Le préambule de cette déclaration se lisait comme suit, je cite, « Nous qui formons le peuple québécois, déterminés à dominer notre destin et usant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, déclarons que le Québec, notre patrie, est désormais un pays libre et souverain. Telle est la proclamation que nous faisons aujourd'hui et que nous adressons au peuple du monde. Ainsi pourrons-nous organiser notre vie comme nous l'entendons et traiter avec les autres nations directement d'égal à égal. » Dans un autre document intitulé « La souveraineté nous ouvre l'avenir », que la société publie à l'occasion du référendum, elle évoque diverses raisons pour soutenir le oui. Elle pense que ce nouveau statut d'État souverain est nécessaire pour que le français devienne la langue commune au Québec, pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Je cite un extrait, « Seule l'existence d'un État québécois souverain offrira à tous ceux qui viennent s'établir sur son sol un pôle d'identification nationale sans équivoque. Ce partage d'une même identité est essentiel à l'existence du peuple québécois, à son harmonie sociale et à son développement. » Fin de la citation. Donc, durant la campagne référendaire proprement dite, la société n'a pas lésiné sur les dépenses et a fait des investissements de 170 000 pour soutenir la campagne du oui, ce qui représentait à ce moment 85 de ses dépenses de programme. Elle a donc mis tous ses efforts pour peser sur la balance en faveur du oui. Malheureusement, tous ces efforts aboutiront à un résultat négatif, le non l'ayant emporté avec 54 000 voix de plus que le oui. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver lors de ma prochaine conférence.